Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau Mélodie de ma vie. Et aujourd'hui, quelle Mélodie de ma vie? Nous avons le bonheur de recevoir quelqu'un qui a mis du soleil dans nos cœurs depuis maintenant une bonne cinquantaine d'années, un demi-siècle, Enrico Macias. Bonjour Enrico, comment allez-vous? Ça va Frédéric. En pleine forme. Quand Bon. on vous voit, on est bien, vous savez. Ouais, et moi, quand je vous vois, et quand on écrit ensemble des chansons, on est les plus heureux du monde. Alors, vous connaissez le principe de notre émission. Mélodie de ma vie, je vous ai demandé de choisir certaines chansons, certains artistes qui ont fait que Gaston Grenacia, votre véritable nom, est devenu Enrico Macias. Ces gens qui vous ont donné envie, ces gens qui vous ont donné des ailes, qui ont fait qu'aujourd'hui vous êtes qui vous êtes. Alors, il y a un choix extrêmement éclectique. D'ailleurs, je disais que votre véritable patronyme était Gaston. Il y a des gens qui vous appellent encore Gaston. Oui. Oui, il y a des gens même, évidemment, ceux qui m'appelaient déjà Gaston n'ont jamais changé. Mais il y a des gens qui me connaissent à peine et qui veulent absolument m'appeler Gaston parce que pour eux, c'est une forme d'affection, d'amitié. D'intimité en même temps. D'intimité, voilà. Genre, ils sont intimes avec moi. Mais voilà. ce personnage d'Enrico Macias, c'est une façon pour vous de justement de vous protéger un petit peu. Il y a Gaston, qui est l'homme que vous êtes, et Enrico Macias, c'est la face publique, c'est la face solaire de votre personnage. C'est ce que vous donnez à voir aux gens. Je vais vous dire, moi, je ne fais jamais la différence entre l'homme et l'artiste. Quand on me dit un artiste est pas bon, il est méchant, et ceci et cela, mais il a beaucoup de talent, ça, je n'accepte pas. J'accepte pas. Ou le contraire, j'accepte pas. Moi, je dis que l'homme doit être à la hauteur de l'artiste. Et réciproquement. Moi, en ce qui me concerne, mon premier message, c'est de donner une image d'espérance, de fête dans mes spectacles. Ça, c'est le côté public. C'est le côté caché. Ouais, le côté caché de moi, c'est un côté intime qui m'appartient à moi. Et par pudeur, je ne veux pas partager mes peines et mes souffrances. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, L'envers du ciel bleu, pour montrer quelle était ma vraie nature. C'est vrai que c'est un livre, on a souvent l'habitude de lire des autobiographies un peu parfois à l'eau de rose. Là, pour le coup, il n'y a pas de langue de bois là-dedans. Vous dites, vous y allez vraiment, quoi. Oui. Vous en aviez besoin, c'était un vrai besoin de mettre les pendules à l'heure? Oui, j'avais vraiment besoin de mettre les pendules à l'heure et surtout que j'ai été aidé énormément par Bertrand Dical. Oui. C'est lui, Bertrand Dical, qui m'a permis d'avoir ce résultat. D'accord. Parce que c'est comme un metteur en scène qui me coach, quoi. Il vous a couché. Et voilà. Ouais. Et il m'a bien coaché, il m'a bien touché. Et par ses questions, par l'angle sur lequel on devait partir et tout ça, c'est vraiment, pour moi, une thérapie d'avoir écrit ce livre. Et c'est une thérapie. Une thérapie vis-à-vis de mon public qui me suit depuis 53 ans. Vis-à-vis de vous-même? Vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis aussi de mes enfants et mes petits-enfants. Parce que ce que je veux faire, moi, j'ai dit tout à l'heure que je veux faire oublier les soucis de la vie quotidienne par mon côté festif et tout ça, mais je veux aussi la transmettre. Je veux la transmission. Pas seulement de mon répertoire habituel, du chanteur français que je suis, mais aussi de la musique arabo-andalouse. Ça, c'est important pour vous. Parce que la musique arabo-andalouse, on n'est plus dans le même décor, et je veux la transmettre, même jusqu'en Algérie, où je ne peux pas y aller, mais au moins la musique peut y aller. Mais c'est par la musique arabo-andalouse que vous êtes venu à la musique tout court. C'est parce qu'il y avait votre papa, Sylvain, qui jouait du violon. Oui. À Constantine, vous avez été baigné dans votre berceau, dans votre biberon, et il y avait ça. Et puis, il y a un personnage dont on ne peut pas ne pas parler quand on parle de vous, c'est de votre beau-père, Raymond Léris. Oui, cher Raymond Léris. C'était mon père spirituel, c'était mon maître. Évidemment, j'ai hérité du talent de mon père, parce que c'était un très grand violoniste. C'était aussi l'élève de tonton Raymond, alors qu'ils avaient le même âge, pratiquement. Oui. C'était son violoniste, son bras droit. Et moi, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à jouer de cette musique. C'est-à-dire que, pour moi, je ne pensais pas faire autre chose que cette musique arabo-andalouse. Par contre,
avec mes amis, mes copains du lycée, tout ça, je faisais un peu l'école buissonnière de la musique arabo-andalouse. En chantant des chansons. Des chansons de Dalida, de Jacques Brel, de Brassens. J'ai essayé de composer aussi des chansons. C'est-à-dire que ce qu'on n'avait pas le droit de faire dans la musique arabo-andalouse, moi je le faisais de l'autre côté. Parce que dans la musique arabo-andalouse, on n'a pas le droit de composer de la musique arabo-andalouse. Il faut interpréter, c'est une musique classique qui date depuis des millénaires. Et moi, je voulais me défouler en composant des musiques, des chansons. On ne doit pas inventer, on doit simplement passer. Voilà. Et quand on a assassiné mon beau-père et on est venu en France, comme il n'y avait plus le même décor, comme il n'y avait plus Tonton Raymond, que j'étais orphelin de lui, de la musique et de l'Algérie, j'ai essayé d'inventer un nouveau répertoire et avec un nouveau décor. Et ça a été « J'ai quitté mon pays » à Saint-Colonne-à-Lune. En lisant votre livre « L'envers du ciel bleu », on sent une telle affection, un tel amour pour celui qui va devenir votre beau-père. Moi, je me suis demandé si votre papa n'était pas un peu jaloux, parfois, de cet amour que vous portiez à... Pas du tout, parce que mon papa voulait que je continue mes études. Il ne voulait pas que je fasse de la musique. Parce qu'il a beaucoup galéré pour devenir ce qu'il est devenu. Et il voulait que ses enfants fassent des études, deviennent ingénieurs. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, je ne sais pas ce que c'est qu'un ingénieur. Hein. Il voulait que je sois tout le temps ingénieur. Et Tonton Raymond, lui, il prenait ma défense. Mais parce qu'il avait peut-être senti qu'il y avait chez vous quelque chose d'une fibre... Et comme mon père était complètement au service de Tonton Raymond... Et qu'il l'admirait. Oui. Ce n'est pas mon père qui m'a imposé à Tonton Raymond. C'est Tonton Raymond qui a demandé à mon père... Qui vous a choisi. Et il m'a choisi lui-même. Et comme tous les deux, on était au service de Tonton Raymond, hop, ça a été comme sur des roulettes. Cher Raymond Léris, le choix d'Enrico Macias. Alors, en 62, vous arrivez à Paris, vous commencez à composer vos premiers succès. J'ai quitté mon pays, on vous découvre, toute la France vous découvre un soir à Saint-Colonne à la une, dans cet extrait qu'on a tous dans la tête et dans le cœur. Et puis vous commencez à rencontrer d'autres chanteurs, d'autres gens qui font le même métier que vous. Oui. Vous avez comment appréhendé quand on vient de si loin, quand on vient d'une culture qui n'est pas la culture française, quand on arrive avec cette musique arabo-andalouse au bout des doigts, comment vous avez été accueilli par la grande famille des artistes? J'ai été très très bien accueilli par la famille des artistes, à tel point que le premier spectacle que j'avais fait, c'était avec Gilbert Bécaud, qui était en vedette, et Raymond Bernard, qui était son chef d'orchestre. Bon, je ne raconte pas tous les détails de ce spectacle où il y a eu des hauts et des bas, mais Raymond Bernard m'a donné son téléphone et m'a dit « Quand tu viendras à Paris, viens me voir ». Je l'ai vu à Paris et il m'a représenté à Gérard Cotte, qui était un directeur artistique de Pathé Marconi, et c'est comme ça que j'ai fait mon premier disque. Et je voudrais ajouter quelque chose, c'est que Raymond Bernard a tellement fait pour moi. Oui. J'ai jamais oublié. Je lui ai demandé de faire des chansons avec moi, j'ai demandé de faire des arrangements musicaux et tout ça. Puis après, je l'ai perdu de vue. Et un jour, je lis dans le Figaro les avis de décès et je vois Raymond Cohen. Tiens. Je me dis, et j'ai eu une intuition, j'ai dit, c'est Raymond Bernard, c'est pas possible. Il est décédé. Vous ne saviez pas qu'il s'appelait? Et je ne savais pas, personne ne m'avait prévenu ni rien du tout. J'ai téléphoné au numéro qu'il y avait dans le Figaro et je tombe sur sa femme. Et je dis, c'est vraiment Raymond Bernard, le chef d'orchestre? Et elle me dit, oui, c'est mon mari, c'est Raymond Bernard. Je lui dis, mais il a été enterré, ça y est, c'est fait? Il me dit, non, c'est cet après-midi à 15h. Et il était midi quand j'appelle. Vous avez foncé au cimetière? Je me suis précipité, j'étais au cimetière. J'étais au cimetière, j'ai rencontré seulement 3 personnes. Charles Marouani, Jean Peigné, je crois, et puis on n'était que 3 ou 4 seulement pour son enterrement, et c'est moi qui l'ai mis en terre. Alors pour nos téléspectateurs, Charles Marouani, qui partage votre vie professionnelle aujourd'hui, voilà. qui est votre, et qu'on ne présente plus, qui est votre impresario,
Jean Peigné qui vous a écrit « Toi Paris, tu m'as pris dans tes bras ». Voilà, Exactement. Qui était un programmateur de radio et journaliste. Voilà. Et Raymond Bernard, oui, effectivement, qui a été l'arrangeur des plus grands, de Pierre Perret, entre autres. Enfin, il a travaillé avec beaucoup de gens. Ouais. Alors, parmi ces chanteurs que vous rencontrez, vous me parliez de Charles Marouani, il y a quelqu'un que Charles Marouani que vous avez en commun, c'est Jacques Brel. Vous nous avez demandé d'entendre quand on a que l'amour de Jacques Brel. Pourquoi lui et pourquoi cette chanson ? Bon, d'abord parce que c'est un des plus grands artistes que j'ai rencontrés dans ma vie, que j'ai vu sur scène, comme c'est pas permis, il avait le même punch qu'un Sammy Davis ou qu'un Frank Sinatra ou qu'une Edith Piaf. C'était vraiment un très très grand chanteur. En plus, c'était un ami. Il est devenu un ami, un grand ami à moi. Et il était d'une générosité incroyable. Ça, c'est un mot qui vous parle, ça. Et la générosité, c'est un mot qui vous parle, ça. Oui, c'est un mot qui me parle, mais je voudrais quand même raconter une anecdote que peu de gens connaissent. Jacques Brel faisait ses adieux en 1966. Oui. Et moi, je faisais mon deuxième spectacle en vedette à l'Olympia en 1966, juste après Jacques Brel. Et comme il faisait ses adieux, tous les médias étaient dirigés sur Jacques Brel. Normal. Et quand il a fini son spectacle, il avait fait ses adieux et tout ça, les médias étaient encore sur Jacques Brel. Et moi, ils m'ont complètement oublié. Alors, comme il le savait, ça, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il est venu tous les soirs pendant mon passage à l'Olympia. C'est lui qui était près de moi pour me faire rentrer sur scène. Tous les soirs? Tous les soirs, pas un soir seulement. Tous les soirs, il était là avec moi. Voilà. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est souvent on a des images complètement déformées de ce métier, mais quand on touche à des grands artistes comme ça, il n'y a pas d'ego et démesuré. Il y a vraiment du partage, quoi, en fait. Bien sûr qu'il y a du partage. Quand le public partage quelque chose avec un grand artiste, il n'y a pas de raison qu'un petit artiste que j'étais à l'époque ne partage pas avec un grand artiste comme ça. En 66, mais un petit artiste aussi peut partager avec moi. En fait, ça y est, je suis devenu un grand artiste. C'est la chaîne qui se fait. Vous avez eu envie d'écrire des chansons avec Brel? Ça vous est passé par l'esprit? J'aurais adoré, mais je n'osais pas lui demander. Je n'osais pas. Enrico, nous sommes aujourd'hui à la SACEM, Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique. C'est une maison qui a de l'importance pour vous? Bien sûr. Parce que quand je suis arrivé d'Algérie, je venais de réussir à mon examen d'auteur-compositeur. Oui, parce qu'il y avait un examen à l'époque. Malheureusement, comme on est parti brutalement en Algérie, j'ai pas ramené le diplôme. Le diplôme, quoi. Le papier. Le papier, le fameux papier. Alors j'ai été à la SACEM, c'était rue Balu, rue Daru. Ou rue Chaptal, peut-être. Rue Chaptal. C'était rue Chaptal. J'ai été donc dans cette maison. Et c'est marrant ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti une certaine... comme si je venais chez moi. C'est-à-dire une certaine protection, une certaine... je sais pas, c'était instinctif. Hein. Et donc je me suis adressé. J'ai dit, vous savez, j'ai réussi déjà mon examen. Je suis auteur-compositeur. Mais il me dit, mais on ne sait pas, on n'a pas le papier, rien du tout. Eh bien, il faut le repasser. Et vous l'avez repassé? Alors, je l'ai repassé. J'ai repassé l'examen. Le problème, c'est que moi, je ne savais pas écrire la musique. C'est pour ça que vous avez co-signé certaines de vos musiques au départ? Au départ, bien sûr. Mais seulement, comme je ne savais pas écrire la musique, je leur ai expliqué que là-bas, en Algérie, on avait une tradition orale. Bien sûr. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont pris un magnétophone pendant l'examen et ils m'ont demandé d'inventer une mélodie à la guitare. Ce que vous avez fait. Ça, c'était pour la musique. Et puis, pour les arrangements, je prenais à la guitare, je jouais ce que devraient faire les violons, ce que devrait faire la flûte. Vous avez joué J'ai fait l'arrangement avec la guitare, en live. Alors, j'expliquais les violons. Et finalement, ils ont vu que j'étais réellement le compositeur. Et pour l'auteur, ils m'ont demandé de faire un poème. Heureusement que j'ai été un peu briefé par des amis qui m'ont dit il faut faire de cette façon, parce qu'il y a des règles à observer.
le nombre de pieds, tout ça, il faut que ça soit juste, quoi, les quatrains. Et vous avez été reçu. Et j'ai été reçu tout de suite. Et puis, Enrico, quand on parle de la SACEM, on ne peut pas évoquer celui qui a été un des présidents de la SACEM, qui a été votre auteur de prédilection, qui est Jacques de Marny. Mais évidemment, je pensais à lui quand chaque fois que je viens ici à la SACEM, surtout cette maison-là, je pense à Jacques de Marny. Jacques de Marny, pour moi, c'est 50% d'Américo Macias. On a écrit tellement de belles chansons ensemble, tellement de bons moments, tellement. Dans votre livre, vous dites un truc qui est extrêmement juste. Vous dites, avant moi, ça ne marchait pas pour lui. Avec moi, en fait, à deux, vous avez fait un formidable auteur-compositeur, quoi. Oui. À vous deux. C'est vraiment oui. les deux moitiés d'Orange qui se Oui, qui se c'est-à-dire que l'alchimie a fonctionné, la mayonnaise a pris entre Jacques de Marny et moi. C'est bizarre, mais on s'est tout de suite accordé pour écrire des chefs-d'œuvre. Ça a été des chefs-d'œuvre. Surtout de sa part, parce que c'est lui, il était spécialisé dans les textes. Oui, mais Enrico, souvent, vous donnez aussi des idées à vos auteurs. Je donne la plupart du temps des idées. D'ailleurs, vous êtes bien placé pour le savoir. Piaf disait, un grand interprète, un grand chanteur doit donner du talent à ses auteurs. Est-ce que c'est une phrase que vous pourriez reprendre à votre compte, ça? Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est un peu prétentieux de dire ça. Parce que non, je trouve que je laisse le talent de l'auteur parler et je lui laisse tout son talent à 100% pour qu'il soit complémentaire de ma musique. Parce que c'est vrai que quand j'écris une musique, il y a un ciel, il y a une idée. Je sais ce que je ressens, et ça, je le dis à l'auteur. Mais ça ne veut pas dire que j'écris le texte. Non, mais vous... Oui, mais... Vous l'inspirez quand même. On l'inspire, mais tout le monde s'inspire on s'inspire mutuellement. Alors, parmi les chanteurs que vous avez eu envie d'écouter, il y a Henri Salvador. Pourquoi lui, et qu'est-ce qui a fait que votre relation est devenue une relation amicale? Bon, la relation a toujours été fantastique entre Henri Salvador et tout ça, surtout avant que je ne le voie en même temps que Charles Marmoni, parce qu'ils allaient au stade ensemble, on se voyait au stade. C'est une autre amitié que vous avez en commun avec Charles Marmoni, dont on parle beaucoup dans cette émission. Voilà, mais Henri Salvador, à part ça, je l'adorais. En dehors de l'amitié qu'on avait tous les deux pour Charles Marmoni, parce que c'était un homme de scène. C'était quelqu'un qui m'inspirait quand il était sur scène. Et puis, ce qu'il a eu d'extraordinaire, c'est que pendant un certain temps, il s'est arrêté, certainement par paresse, pour pouvoir jouer aux boules et tout ça, je sais pas, parce que moi je regrettais de ne pas le voir trop souvent sur scène ou à la télévision. Il a eu une fin de vie exceptionnelle. Il a enfin été reconnu. Il a été reconnu à la fin de sa vie, parce que Zorro est arrivé, tout ça, les rigolades et tout ça. C'est pas ça, Henri Salvador. Henri Salvador, c'est un grand guitariste. Swing. C'est un grand mélodiste. Un grand jazzman. Un grand jazzman. C'est quelqu'un qui écrivait des mélodies à la façon des Américains. Hein. Voilà. Il vous est arrivé, parce que Henri Salvador, lui, l'a vraiment dit, il a même dit lorsqu'il a eu sa victoire de la musique, vous avez failli me rater encore un peu, et c'eût été une victoire à titre posthume. Il vous est arrivé, vous, parfois, de regretter de n'être aimé que pour une partie de votre personnage? Lui, c'était le rigolo que les gens aimaient. Il a mis des années et des années à faire entendre qui il était vraiment. Jardin d'hiver à la fin de sa vie, où là, il met tout le monde d'accord. Il vous est arrivé, vous, Enrico, dans votre carrière, de regretter de n'être connu que pour le côté festif, par exemple, qu'on n'ait pas tout de suite vu la profondeur de vos textes? C'est vrai qu'au début, les gens se sont polarisés sur mon côté solaire, solaire, côté populaire, peut-être parfois populiste, oui, c'est vrai, je reconnais. Mais ça vous a fait souffrir, ça?
Hein? Ça vous a fait souffrir, ça? Non. Non, ben, j'étais fier d'être un chanteur populaire. Et vous J'étais saviez fier. où vous allez? J'étais fier. Mais j'ai dit, je leur montrerai un jour que je suis autre chose aussi que ça. Et je l'ai réussi. Surtout lorsque j'ai fait ma carrière internationale. Et puis aussi, lorsque j'ai touché les médias qui n'étaient pas spécialement amoureux d'Enrico Macias. Et puis, j'ai réussi à prendre des virages importants. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Je l'ai fait en fonction de mon inspiration. Vous aviez envie de convaincre? J'avais envie de convaincre. Non, mon but, c'était tout le temps le public. J'avais envie de me renouveler. J'avais envie de ne pas refaire toujours la même chose. Parce que sinon, les laï et les poi, j'en aurais fait beaucoup. Je peux en trouver des. Bien sûr. Mine, mais cette force de se renouveler tout le temps, cette envie de prouver, cette envie de séduire à nouveau, ça vient d'où, ça? Ça vient, premièrement, de ne pas s'endormir sur ses lauriers, premièrement. Deuxièmement, d'essayer d'être tout le temps original. Et troisièmement, j'ai été beaucoup aidé par les circonstances de la vie, surtout lorsque Sadat m'a invité. Hein? Donc, ils ont vu quand même en moi une autre dimension. Une autre dimension. Et oui, mais ça ne me gonfle pas la tête. Mais Enrico, vous aviez toujours su que vous avez toujours pensé que vous aviez raison et que vous aviez raison de le faire et qu'un jour l'histoire vous donnerait raison. Vous l'avez toujours en vous, ça? J'ai toujours en moi, et puis il y a eu des moments où les événements m'ont donné raison. Bien sûr qu'il y en a d'autres qui ne me donnent pas raison pour le moment, mais ils me donneront raison pour la suite, pour plus tard, pour nos enfants et nos petits-enfants. Vous savez qu'est-ce que c'est au fond de moi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ce que je fais, c'est de préparer le travail pour mes enfants et mes petits-enfants. Parce que je ne veux pas qu'un jour, ma progéniture dise « Oh, mon grand-père avec sa notoriété, ou mon arrière-grand-père, il n'a rien fait dans ce monde. » Ils pourront pas dire ça. Maintenant, ils ne peuvent plus le dire. Ils pourront plus le dire. Je leur ai préparé, je leur prépare le travail. Jusqu'à la fin de ma vie, si je suis en forme, eh ben, je le ferai. Je continuerai. J'y crois. J'y crois. D'ailleurs, c'est simple. Tous les êtres humains, quels qu'ils soient, ont dans leur inconscient cette envie d'y croire. C'est votre devoir sur Terre, ça? Je suis né pour ça, oui. Je crois que je suis né pour ça, pour faire ça, oui. Mais je ne suis pas le seul. Je crois qu'il y a des gens qui sont moins connus que moi qui le font encore plus que moi. Vous avez pris le temps de venir chez nous. C'est normal, sur ça me fait Mélodie. plaisir, Frédéric, Bah nous, d'être avec vous, d'avoir discuté comme ça. Vous m'avez donné l'occasion de m'exprimer peut-être mieux que d'habitude. Bah, je suis sûr que nos téléspectateurs, au travers de vos choix musicaux, bah, vous auront certainement peut-être connu un petit peu plus. En tout cas, moi, je vous remercie vraiment en leur nom d'être venus nous voir. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour cet Olympia, pour ce nouvel album. Mais justement, à l'Olympia, j'ai un problème, c'est que je n'ai pas encore choisi ma première partie. Ah, bah écoutez, bon. j'ai peut-être une petite idée. On en parle après. J'espère qu'on aura compris. Hein. À bientôt, Enrico, et merci mille fois. À merci. bientôt. À bientôt, au revoir.